remercie. C'est la 8e année du Lava Jug. Et donc, on a décidé de se recycler un peu et d'arrêter de parler technique. Donc, on voulait faire une spéciale intelligence artificielle. Du coup, on a lancé un appel participation. Il y a Laurent Alexandre et Olivier Reynaud qui ont répondu et on a choisi Olivier. Histoire d'avoir un vrai spécialiste. Et du coup, c'est assez spécial pour moi parce que c'est rarement, on reçoit pas tous les soirs un ami. Très heureux d'avoir Olivier ici ce soir. Donc c'est moins technique que d'habitude, c'est plus philosophique, mais c'est très très bien aussi. Ça fera penser à Clermont-Tech. Mais chacun est sur ses créneaux. Voilà. Donc c'est un peu comme Tintin, c'est pour de 7 à 77 ans. Donc je suis très ravi qu'il y ait tout le public qu'on a ce soir. Voilà, je vais du coup vous faire une petite introduction à base de slides avec la photo d'Olivier, la meilleure qu'on ait trouvée. Donc je vais commencer par remercier chaleureusement nos sponsors, dont certains qui nous suivent depuis le début de l'aventure du Jug, il y a maintenant 7 ans, vu que c'est la 8e année. Donc merci à Braincube, merci à Harvest, merci au Bivouac qui nous accueille dans cette magnifique salle, même s'il n'était pas prévu à cet effet au départ. Et donc merci à BeWise pour leur soutien moral, financier, nous permet de faire venir le speaker en tram et qui nous permet aussi de vous nourrir et vous abreuver à l'issue de la soirée. Juste un petit rappel de ce qu'on a fait l'an dernier. Donc, on a eu une année assez riche. On a fait 10 événements. Il y a eu 600 personnes qui se sont inscrites. Donc, tous ne sont pas venus, mais la plupart sont venus quand même. On a mangé 120 pizzas et bu une centaine de litres de bière, qui faisait une année quand même bien remplie. Et donc, merci donc à tous les gens qui sont venus l'an dernier, à la fois aux gens qui sont venus parler, aux gens qui sont venus assister. C'est quelque chose qu'on a lancé dans une soirée un peu arrosée il y a plusieurs années maintenant, et on est très heureux que ça ait pris et que ça ait perduré à travers toutes ces années. On a un, bonjour. On a un special event le 12 octobre. Donc, je sais qu'il y a des enfants dans la salle. Et donc, si vous voulez, ou si vous avez des enfants qui ont envie de découvrir un peu ce que c'est que l'informatique, ce que c'est que le code, donc on a la chance d'avoir l'équipe de Devox for Kids. Donc, c'est des gens qui viennent spécialement de Paris. Donc, on a Audrey Neveu, Emmanuel Feller et Kajin Rachid qui viennent donc à Clermont pour organiser un Devox for Kids. Donc, c'est sur le samedi après-midi. Il y aura 2 ateliers plutôt pour les enfants de 8 à 12 ans. Donc, sur comment on découvre le code en s'amusant. Donc, il reste encore quelques places. Je sais plus combien, mais Christophe fait les comptes. Il reste une douzaine de places du coup. Et il y a une liste d'attente. Donc, si vous prenez d'assaut les listes d'attente, peut-être qu'on ouvrira d'autres groupes, on verra si vous êtes sage. Vous pouvez scanner le QR code qui est là ou vous tapez le lien qui est en dessous. De toute façon, on enverra demain sur la liste de diffusion du Jug de Clermont-Tech et les différentes mailing lists prévues à cet effet dans cette magnifique ville, le lien pour vous inscrire. Enfin, pour inscrire vos enfants surtout. Sinon, les prochaines sessions, donc on a une session Software Craftsmanship avec Colin Damon. Ça nous fait bien plaisir qu'il revienne nous faire un coucou dans le coin. On a Clément Escoffier qui vient nous parler de Quarkus. On aura un talk au mois de décembre sur les interfaces pour les daltoniens. Et après, on a une super soirée pour inaugurer l'année 2020 avec 2 talks différents dans la même soirée. Donc 2 speakers internationaux avec donc Julien Dubois puis François Téchen qui viendra nous parler respectivement de J-Hipster et de Rust. Ça fait une grosse soirée, donc réservez dès maintenant vos places. Non, ça sera plein. Dans la communauté clermontoise, on salue et que ça nous fait toujours bien plaisir d'être dans la ville technique la plus dynamique de France. Le Mug fait une soirée le 1er octobre. Et le Mug n'est plus. Peut-être qu'ils ont enfin compris que Microsoft s'était dépassé, vu que même eux font du Linux maintenant. La Cube revient et on est très heureux. Donc le 2 octobre.
Et l'Happy Hour de Clermont Tech, toujours premier sur l'événement, le 23 octobre. Voilà. Claude, le programme n'est pas sorti encore. Vous cherchez des speakers? Super. Voilà, et sinon j'en profite pour vous rappeler que Clermont Tech nous a fait le plaisir de développer ce petit site il y a quelques années maintenant, donc planet.clermonttech.org, sur lequel vous retrouvez tous les événements techniques que vous pouvez trouver à Clermont-Ferrand. J'en profite pour dire qu'on attend toujours la renaissance de Clermont.js et de Clermont RB. Donc s'il y a des gens qui font du Ruby ou du JS qui veulent relancer quelque chose, eh ben, on les attend. Voilà, j'ai fini. Avant que Olivier parle, vu qu'il est venu pour ça, je vais passer la parole à Nolwenn du Bivouac, qui va nous parler un peu du Bivouac. Et on les remercie encore une fois de nous accueillir, et merci à Olivier d'être venu. Bonjour à tous, je ne vais pas vous embêter très longtemps. Donc, je suis Nolwenn, chargée de communication au Bivouac. Donc, le Bivouac, c'est un accélérateur de start-up. Donc, ça veut dire qu'on accueille chez nous des start-up du numérique, transformation digitale, objets connectés, etc., qui viennent chez nous sur un programme d'accompagnement pour qu'on les aide sur leur entrée en marché, leurs problématiques de financement. Donc voilà, ils restent chez nous sur un programme entre 6 et 12 mois pour les aider dans leur développement. Voilà, donc c'est principalement notre cœur de métier. Et on est ravis d'accueillir la première conférence pour la nouvelle saison du Lava Jug. Et je vous laisse profiter de la conférence. Bonne soirée. Bon, tout d'abord, je suis très honoré d'être là ce soir. J'ai l'impression de participer à une machine qui est plutôt sympathique. Donc, j'ai beaucoup de chance de pouvoir participer à ça. Et donc, merci beaucoup. Alors, je suis venu avec un petit peu du matériel visuel pour expliciter mon sujet ce soir. Donc, j'ai besoin de toi, Pierre. Si tu peux venir une seconde m'aider à sortir mon matériel. Ça, pour la planche. Alors, on va parler ce soir de différentes choses. D'abord, la notion d'intuition, une espèce d'idée originale. Associé à l'intuition, souvent ce qu'on va trouver, c'est le concept d'analogie, qui correspond un peu au mode de raisonnement que capture la notion d'intuition. L'analogie va trouver sa résonance ou un prolongement d'un point de vue formel en mathématiques et en logique sous le terme d'inférence inductive. L'inférence inductive, c'est la capacité qu'on peut avoir en étudiant un certain nombre d'expérimentations qui ont déjà eu lieu, à pouvoir tracer la ligne directrice que serait suivie par les prochaines expérimentations. Et donc, il s'agit d'un processus mental original pour déterminer une forme de modèle. Donc, on parlera aussi un petit peu de modèle ce soir. Un thème qui m'intéresse aussi beaucoup dans l'absolu, c'est la dualité entre le calcul et la mémoire. Les deux étant en forme de complémentarité, comme une espèce de vase communicant où l'un peut remplacer l'autre. Et donc, c'est un sujet qu'on traitera aussi ce soir sous une certaine forme. On parlera aussi de processus créatifs. Et là, évidemment, c'est beaucoup plus difficile parce que ce sont des choses qui sont plus difficilement formalisables, encore moins en mathématiques avec un langage symbolique. Mais on essaiera quand même d'appréhender ces idées-là. Et puis, on terminera l'exposé avec une structure algorithmique qu'on appelle les raisonnements à partir de cas, qui quelque part permet d'expliciter la façon dont les machines demain, mais peut-être déjà aujourd'hui, peuvent faire preuve d'originalité, d'intuition, d'idées neuves en fait. Et donc on terminera sur cette notion de raisonnement à partir de cas. Donc l'exposé sera vraiment composé en deux parties.
une grosse introduction qui va durer 40 minutes, dans laquelle je vais vraiment poser la problématique de l'inférence inductive, de l'intuition. Et puis, dans un deuxième temps, je vais voir comment on peut automatiser ces processus créatifs, automatiser un processus créatif, pareil, étrange, dans différents contextes, et 4 contextes en particulier, celui de la statistique, de la science des données, celui de la combinatoire, ma spécialité à l'université Clermont-Auvergne, celui de la création en tant qu'auteur, comment on raconte une histoire, comment on construit une histoire, quels sont les schémas. Je pense que c'est surtout pour cette partie-là que mon producteur m'a demandé de venir ce soir. Et puis la dernière partie, c'est l'ingénierie informatique au sein des raisonnements à partir de cas. Comment ça fonctionne. Donc voilà, 2 parties. J'introduis le sujet et ensuite je vois comment on peut y répondre sous 4 formes différentes. Alors, qu'est-ce que l'intuition ? Je vous ai dit une idée neuve, une idée originale qu'aurait pu avoir l'un de nos amis. Cette idée originale aurait vocation à faire passer le monde de quelque chose d'admis, d'acquis, une réalité, vers une quasi-réalité, quelque chose qui est un petit peu différent. Si notre ami désire conserver en lui ce passage d'un monde réel vers un quasi-réel qu'il imagine, qu'il pense, qu'il rêve, à ce moment-là, la transformation reste en interne. Et elle n'est jamais confrontée au regard extérieur, elle n'est jamais confrontée au reste aux contemporains. Mais notre ami peut désirer utiliser cette idée neuve, cette idée originale, en imprégner, l'assumer, la porter, et en particulier la partager avec ses contemporains. C'est là où, à ce moment-là, le quasi-réel qui a été imaginé, celui vers lequel on serait allé grâce à cette idée neuve, va devoir se confronter à la réalité. Et plusieurs scénarios, à ce moment-là, dans cette confrontation, peuvent survenir. Alors, quel est l'exercice mental qui est réalisé pour avoir cette idée neuve, pour pouvoir la porter et l'imposer à ses contemporains et changer le monde, là où il est censé migrer? Alors, la première analogie que je vous propose ce soir, c'est celle de la glisse. J'ai pris une photo ici sur Internet qui reflète un énorme rouleau qui a été pris sur les plages de Hawaï. Et peut-être que l'effort à faire pour, à partir d'une idée neuve, l'imposer au reste, ce serait peut-être le même effort qui devrait être fait par un jeune Américain hawaïen qui regarde ses aînés. Il a 4 ans, il est sur la plage et il voit ses aînés qui sont capables, mettant sur une planche, de rentrer en résonance avec un environnement qui est plutôt difficile, qui est hostile, qui est physique, de suivre une ligne directrice, de se tenir sur cette ligne directrice et d'avoir comme ambition, quelque part, de traverser le rouleau et de pouvoir en sortir toujours debout sur sa planche. Passer d'un monde réel à un monde quasi réel, ça nécessite la résonance avec l'environnement et de déterminer une ligne directrice à laquelle il faudra se tenir. Alors, une autre ambition que j'avais en préparant ce cycle d'exposés consacré à l'intelligence artificielle, dont Deus Ex Machina est simplement le premier tome, c'est aussi de rendre un hommage au cinéma, aux créateurs qui ont raconté des histoires depuis maintenant de très nombreuses décennies. Et avant le cinéma, c'est la littérature qui a porté ces efforts-là. Et au cœur de cette littérature dite de science-fiction à l'époque, le thème des machines intelligentes, des machines pensantes, des machines qui peuvent se retourner contre l'homme, ils ont porté tous ces thèmes-là à travers donc, la littérature d'abord et le cinéma ensuite. Et ce n'est que récemment, quelque part, que le grand public est imprégné de ces thèmes-là, qui par contre, une imprégnation vraiment solide aujourd'hui, puisque ce sont des thèmes dont on parle un petit peu partout. Alors pour rendre hommage au cinéma, on va voir comment Stanley Kubrick et Arthur C. Clarke, dans 2001, l'Odyssée de l'espace, appréhendent la notion d'intuition.
Alors moi, j'ai parlé des idées neuves, de l'intuition, sous un format un peu formel. Manifestement, on a ici un format plutôt qui décrit l'extase qu'on pourrait avoir à l'issue d'une belle idée ou d'une idée vraiment très originale. Une extase qui a presque quelque chose ici de sexuel. Bon, ce n'est pas le biais que je vais utiliser ce soir pour poursuivre mon exposé, mais c'est comme ça qu'il nous est raconté. Donc j'ai dit qu'il y avait plusieurs scénarios possibles à partir du moment où quelqu'un a une idée neuve et qui va devoir s'en imprégner, l'assumer, l'incarner et la partager avec ses contemporains. Les scénarios possibles, c'est que potentiellement cette idée neuve, cette intuition est mauvaise. Là, en fonction des individus imprégnés d'une idée mauvaise, il y a plusieurs façons de réagir. Soit on s'enferme dans cette idée et on s'écarte de plus en plus de la réalité qui est admise et qui est partagée par les contemporains, tel un inventeur fou qui refuserait d'accepter que finalement ses inventions ne servent à rien, tel qu'un poète maudit, par exemple, qui ne trouvera jamais son public à travers les textes qu'il pourrait produire, et ainsi de suite. Donc ça, c'est un des scénarios possibles. Un autre scénario possible, c'est celui que, face toujours à une idée, une mauvaise intuition, c'est l'acceptation de récuser cette idée et de revenir en arrière, de revenir vers le réel qui est partagé par l'ensemble des contemporains, par une société, et donc de passer à autre chose, de chercher de nouvelles idées, de nouvelles intuitions, d'autres procédures. Et ce n'est pas ces scénarios, moi, qui m'intéressent. Le scénario qui m'intéresse, c'est celui qui est difficile. C'est celui qui, l'intuition est bonne. Elle me permettra de passer du réel à un nouveau réel, le quasi-réel, mais sous un regard dur de la part de la société, de la part des contemporains qui ne comprennent pas l'intérêt de l'intuition. D'accord ? Et là, le job de celui qui porte cette intuition, c'est de convaincre un par un discours, par des actions, ramener tous les contemporains dans l'acceptation de l'intérêt de cette nouvelle idée, en supposant que cette nouvelle idée ne s'impose pas par évidence. Alors on a un ami poilu qui manifestement a eu une super idée. Il est rentré dans un forme. On peut se poser, c'est quel est le scénario qui s'est imposé à l'issue de cette nouvelle idée. Alors, le premier passage nous laissait entendre que cette invention de l'outil qui allait se transformer en arme allait être utilisée contre les buffles, vous vous rappelez, ces buffles qui tombent, pour nourrir l'ensemble de tous les singes. Et Kubrick ou c'est Clark, avec le scénario, fait un choix différent, c'est de dire non, l'arme, elle va être utilisée pour accaparer des ressources réduites dans l'intérêt d'un groupe de singes pour desservir l'intérêt des autres singes. L'arme a été utilisée pour faire cette séparation entre les deux. Alors, le mot qui m'est venu pour essayer d'exprimer ce qui peut se passer dans la tête du singe contre qui se retourne l'arme, c'est la notion de sidération. Et la sidération, on peut dire que ça serait le regroupement de deux idées, de deux principes qui se retrouvent en même temps, qui coïncident d'un point de vue temporel. Le premier truc, c'est que les singes qui subissent l'assaut de l'arme doivent rattraper leur retard intellectuel par rapport aux singes qui ont déjà conçu l'arme. C'est-à-dire qu'ils doivent faire le passage de dire, mais en fait, l'os est devenu une arme, et dans le même temps, ils doivent accepter qu'en fait, en plus, l'arme est retournée contre eux,
et que ce qu'ils avaient déjà construit, ce qu'ils avaient déjà acquis, le point d'eau, va leur être enlevé. Et la sidération, c'est cette impression qu'on est paralysé, parce que dans un même temps, on doit concevoir, rattraper le retard qui est fait par rapport à un autre groupe, et en même temps s'apercevoir que ce retard nous déshabille de ce que nous avions déjà construit, de ce que nous avions déjà acquis. Ça veut dire que, ici, le singe qui a eu cette idée a fait glisser le monde du réel vers un nouveau réel qui n'a strictement plus rien à voir avec le précédent. Nous sommes passés d'un monde où il n'y avait pas d'armes à un monde où il y avait des armes. Plus aucun repère ne tient. C'est ça que je vais appeler être soumis à la notion de sidération. Là, il y a plusieurs façons de réagir si ce sont des contemporains à nous qui ont les idées à notre place. C'est que quelque part, si vous voulez préserver vos intérêts, la première chose à faire, c'est de toujours rester en résonance avec l'évolution du monde, les idées neuves, pour être sûr de ne pas rater un train. Si vous ratez les trains, vous allez vous retrouver dans la situation où on va vous déshabiller, on va vous enlever tout ce que vous avez construit, parce qu'il y en a plein de forces qui poussent d'autres à accaparer ce que vous possédez. Alors, ce qui m'intéresse aussi dans ce passage, c'est ce fameux glissement. Alors, j'utilise toujours l'image du surf pour, rentrer en résonance avec l'océan, repérer les lignes, choisir sa ligne, se tenir debout et avoir comme objectif de passer à l'intérieur du rouleau. Vous avez exactement ici une astuce qui a été utilisée par Kubrick. Il a fait un glissement, c'est celle de l'arme qui s'envole, cet os, qui se transforme en une seconde, même pas, de façon complètement naturelle, sur une station orbitale qui tourne autour de la Terre. Vous avez eu un glissement et votre esprit n'a pas été choqué par ça. Vous avez parfaitement admis que je pouvais passer d'un monde où j'avais des singes qui se battaient à coups d'os à une autre partie du film où j'avais une station orbitale qui tourne autour de la Terre. Et ce glissement, vous l'avez fait d'un point de vue intellectuel sans aucune difficulté. Ce sont les auteurs ici, les conteurs d'histoire, qui ont utilisé la puissance du cinéma pour vous faire réaliser ce glissement. Le glissement a suivi une variable, celle de l'outil, et le glissement a lieu le long de cette variable-là en changeant les modalités de l'outil. La première modalité, c'est l'os. On a vu comment on y est arrivé. La deuxième modalité, c'est la station orbitale. Les modalités, c'est les valeurs possibles que l'on donne à nos variables. En informatique, on manipule beaucoup d'objets. On a des variables qui glissent sans aucune difficulté. On leur donne toutes les valeurs qu'on veut, sans arrêt. On a des paramètres qui résistent déjà beaucoup plus au glissement. On va utiliser comme paramètres de fonction. Et puis on a les constantes. Ce sont encore des objets qui résistent encore plus au glissement que les paramètres qui eux-mêmes résistent beaucoup plus au glissement que les variables. Tout ça, ce sont les concepts informatiques qu'on manipule tout le temps. Donc voilà, ce soir, ce qu'on va faire ensemble, c'est des glissements sans arrêt. Et il faudra trouver la ligne. Rentrer en résonance avec la société, on ne va pas le mettre en œuvre. Par contre, je vais vous confronter à la problématique d'identifier les variables de glissement. On ne va pas y aller tout de suite. Il y a un autre point qui m'intéresse parce que quand je fais ce genre d'exposé, finalement, souvent j'ai des questions du type « Oui, mais Olivier, quel est le rapport avec l'intelligence artificielle ?» En ce qui concerne l'intelligence artificielle, ce qu'on utilise comme référence, c'est l'homme. L'homme dans sa capacité de raisonnement, de calcul, de mise en œuvre de processus logiques, c'est l'homme qui sert de référence. Quand on traite de l'intelligence artificielle, on a toujours deux axes orthogonaux. On a l'axe des algorithmes dits d'apprentissage, on en parlera ensemble. Et donc là, vous allez trouver de façon récente les réseaux de neurones avec les systèmes de gradients et qui sont assez extraordinaires, qui ont permis de faire des efforts très récents. Mais avant les réseaux de neurones, on avait les arbres de décision, les arbres de classification, on avait des tas d'autres systèmes. Et puis l'axe orthogonal à tout ça, c'est ce que j'appelle la calculabilité. Qu'est-ce que la calculabilité? C'est la définition de ce qu'on va pouvoir calculer grâce à des machines. Et on ne peut pas simplement parler d'intelligence artificielle en s'intéressant uniquement à l'axe d'apprentissage. Je pense que l'origine de l'intelligence artificielle repose d'abord
sur la calculabilité. C'est un petit peu de ça dont on parle ce soir. Donc on utilise l'homme comme référence. Il n'y a pas photo là-dessus. Donc si je vous parle de l'homme, je vous parle de ce qu'on peut faire ou de ce qui sert de référence. Et je vous parle donc d'intelligence artificielle quand j'essaye de le modéliser, parce que quand je modélise ce qui est capable de faire l'homme, j'en fais juste une structure approchée. Et puis je m'intéresse qu'à une seule chose dans le cadre de ce genre d'exposé, c'est quand j'appelle intelligence de l'homme, je m'intéresse à ses capacités un petit peu cognitives, on y verra, mais surtout en mathématiques et en logique. Je ne m'intéresse pas à son intelligence, à toutes les autres formes d'intelligence qui existent. Donc déjà, en plus, on a une hypothèse très, très restreinte. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'en utilisant l'homme comme référence, on ne fait pas un détour? Parce que l'intelligence n'est pas ailleurs. Ça éviterait de faire le détour de passer par l'homme. Alors techniquement, le fait d'utiliser la nature comme référence dans ce qu'elle fait pour guider les nouvelles approches, c'est plutôt efficace. Mais il existe quand même un contre-exemple très intéressant, c'est celui de l'apprentissage du vol, ou en tout cas des capacités que peut mettre en place l'homme pour s'extraire de l'attraction terrestre. Et de ce point de vue-là, il faut admettre qu'être passé par la nature a fait faire un énorme détour. Si vous prenez les premiers dessins qui datent de l'an 1000 et au-delà, ce sont tous des dessins qui ont comme référence le monde animal et celui des oiseaux en particulier, avec des structures en bois excessivement lourdes, très complexes, qui n'ont jamais permis aux hommes de s'envoler. Il a fallu plutôt s'intéresser à des phénomènes de dynamique des fluides, j'imagine, ou atmosphériques et autres, comprendre les mouvements d'air, pour arriver à des voiles ultra simples telles que les parachutes, les parapentes et autres voiles. Donc vous voyez qu'on a fait un énorme détour. Alors ce détour, on l'a fait parce qu'on n'a pas compris que les oiseaux, même s'ils ont un petit cerveau, ils ont un cerveau, et que c'est ça qui permet à ces machines osseuses, un petit peu complexes, de compenser sans arrêt, de façon permanente, tous les mouvements atmosphériques qui permettent aux oiseaux de s'envoler. Donc ça, c'est expliciter le rapport à l'intelligence humaine dans notre approche de l'intelligence artificielle. On ne doit pas oublier une autre chose, c'est que les machines ont des capacités très spécifiques, dont deux d'entre elles sont vraiment associées au principe du raisonnement. Un, c'est la capacité de faire du calcul. Elles font aujourd'hui au-delà de 10 puissance 9 calculs par seconde, ce que nous, on ne sait pas faire. Si vous voulez repérer une machine qui voudrait se passer pour un humain, vous lui demandez de réaliser la multiplication entre deux nombres de 10 chiffres. La machine va vous donner la réponse en une demi-seconde. Si vous posez la question à maman, elle ne vous répondra pas. Donc la première chose qu'on apprend aux machines pour se faire passer pour des humains, c'est déjà, surtout si on te pose une multiplication, tu ne réponds pas ou tu fais exprès de répondre d'un côté. Donc on limite leur capacité technique. Et quelque part, il en serait de même pour la mémoire. Qu'est-ce qu'ont les machines? Elles ont accès, de façon indexée, à une mémoire monumentale et en temps immédiat, avec des systèmes modernes d'indexation. Alors on dit que la mémoire humaine est au moins aussi grosse que la mémoire des machines. C'est vrai, mais elle n'est pas du tout organisée de la même façon et on n'a pas un accès immédiat à l'ensemble de tout ce que l'on sait. Je crois qu'on a inventé la psychanalyse pour aller chercher tout ce qui est enfoui tout au fond, tellement c'est difficile d'accès, par exemple. Donc les machines, on va les utiliser comme référence, mais n'oublions pas, dans nos façons de penser, qu'elles disposent d'une capacité de calcul et d'une capacité de mémoire, qui sont les deux piliers de l'intelligence symbolique, en tout cas, de façon extraordinaire. Sur la dualité entre mémoire et calcul. En tant que parents, on est souvent très attentif à la façon dont nos enfants appréhendent le monde au fur et à mesure qu'ils grandissent. Et puis, on a entendu nos parents nous le répéter, et sûrement les grands-parents avant nos parents le répéter, lorsque l'on demande, lorsqu'on travaille avec nos enfants et qu'on leur pose des questions, résoudre des problèmes, etc., on dit non, je ne veux pas que tu apprennes par cœur, je veux que tu comprennes ce que tu fais. Je veux que tu déroules la méthode et que tu démontres que tu comprends la méthode. Autrement dit, on demande à l'enfant de démontrer sa capacité à faire du calcul et on a tendance à mettre cette capacité en opposition à celle de se souvenir de la solution. Et moi, j'en suis revenu de cette idée-là. Et si je donne une multiplication à mon fils très complexe, il la pose entre deux nombres de taille 4, par exemple, déjà complexe, donc il la pose, il trouve la réponse. Et si la semaine suivante, je lui demande la même, et qu'il me sort le résultat, je ne vais
vais pas aller lui demander de m'expliciter la chose. C'est extraordinaire. Il faut qu'ils accumulent l'information, il faut qu'ils accumulent la connaissance. Il ne faut pas qu'on soit bloqué sur le fait qu'ils apprennent par cœur les résultats des questions qu'on pourrait leur poser. Donc on a vraiment deux univers différents pour éduquer nos enfants. Il y a un, on leur donne des règles strictes, qu'ils doivent respecter absolument. Et puis il y a d'autres domaines sur lesquels on leur laisse expérimenter par eux-mêmes leurs propres désirs, leurs propres envies, et ainsi de suite. Les règles strictes, elles s'appliquent quand on leur apprend à traverser la route, la rue. Tu regardes à gauche, et c'est non discutable. La règle, c'est que tu regardes à gauche, tu regardes à droite. Pour les plus anxieux des parents de la salle, on dit tu re-regardes à gauche. Et ensuite, tu empruntes ton passage côté. Vous n'allez pas mettre votre enfant dans la situation d'expérimenter par lui-même l'apprentissage de la traversée de la rue. Ça, c'est une règle stricte et tu l'apprends et tu l'appliques. Et tu vérifies bien que ton gosse l'applique. Sinon, tu tapes dessus presque. D'accord ? Mais il y a plein d'autres domaines dans lesquels on est ravi de voir nos enfants répéter les expériences et accumuler comme ça de la connaissance qui va même au-delà de celle des parents, puisqu'ils expérimentent dans des domaines qui parfois nous échappent. Donc on a bien d'un côté l'expérimentation, à chaque expérimentation un résultat, et le résultat je le mémorise, la mémoire. Et de l'autre côté, à partir de règles strictes, j'applique des recettes, je mets en place des processus de calcul qui me permettent d'avancer sous forme de déduction, et je construis comme ça mon apprentissage sur les deux plans. Alors, cette idée, je préfère que mon enfant comprenne plutôt qu'il sache, elle est relayée aussi par les grands auteurs. Souvenez-vous de Montaigne, hein, je crois que ça prend cette... C'est ça, Montaigne qui nous dit « Mieux vaut une tête bien faite, une tête bien pleine ». Donc là encore, on met en opposition la capacité de calcul d'un côté, bien faite, je pense bien, je raisonne bien, je sais faire de la déduction. Si j'ai la règle A implique B et que j'ai petit a, j'ai le droit d'en déduire B. Mon cerveau fonctionne. Et Montaigne nous dit il vaut mieux ça que plutôt je sache tout par cœur. Oui, mais si pour être malin, si pour avoir des idées neuves, si pour avoir des bonnes intuitions, il fallait absolument avoir une quantité massive de données qu'on a appris par cœur. Je sais pas moi, tout La Fontaine, tous les verbes irréguliers en anglais, toutes les conjugaisons en français, toutes les tables de multiplication, pas simplement jusqu'à 10, mais jusqu'à 30. Si grâce à ça, ça me permet d'avoir des idées neuves régulièrement, de les assumer et de les porter au monde, aller au-delà. Ça, la culture, c'est savoir de façon immédiate, sans avoir à retourner toujours au fond. Au moment d'une discussion, quelqu'un évoque des concepts, une manipulation de concepts, et si toutes les 3 secondes, quand des concepts sont manipulés, vous dites « Ouh là là, c'est un peu trop haut pour moi », je sais comment monter à ce concept, alors vous descendez beaucoup plus bas, vous refaites vos constructions logiques qui vous permettent effectivement de manipuler ensuite les concepts, les avoir en mémoire, mais vos amis avec qui vous discutez, ils sont déjà partis ailleurs. Ils ont déjà monté plus haut. Plus vous stabilisez la connaissance au niveau abstrait de plus en plus haut, plus vous êtes capable, quand vous avez des discussions, des échanges avec vos contemporains, vos amis, la famille, vous êtes capable d'aller au-delà. Mais si sans arrêt, sous prétexte qu'il vaut mieux comprendre que savoir par cœur, vous recommencez à 0, vous faites la table de 2, c'est quoi? Vous êtes mort. C'est ça la dualité entre mémoire et calcul. Et je défends aujourd'hui l'idée qu'il faut ramener nos enfants, parce que pour nous, il est trop tard. Pour ramener nos enfants au plaisir de savoir réciter, connaître sur le bout des doigts tous les principes. Donc j'essaie de lutter avec les étudiants pour essayer qu'ils sachent. C'est un combat. Donc voilà, d'une façon générale, une préférence portée sur la compréhension plutôt que sur le su. Alors, s'il y a un autre argument pour introduire les exercices qui viennent, c'est on prépare nos enfants à l'insertion sociétale, l'insertion professionnelle. Alors, évidemment, vous allez me dire, quand ils passent les entretiens d'embauche, Olivier, on ne leur demande pas de réciter de La Fontaine. C'est vrai. Mais on ne leur demande pas non plus de résoudre une équation du second degré ou de calculer la dérivée d'une fonction donnée. Qu'est-ce qu'on leur donne? On leur donne des tests psychotechniques.
Le test psychotechnique, le principe, c'est peut-être utiliser mon matériel. On commence à écrire une histoire. Cette histoire, elle prend la forme d'une suite de cartes, d'une suite de dominos, d'une suite de lettres, d'une suite de nombres. Puis à un moment donné, l'histoire s'arrête. Et on demande au candidat, elle va où l'histoire? Quelle est la question d'après? C'est ça les questions qu'on pose pour les entretiens. Ce point-là, il est où? Qu'est-ce qu'il est? Alors évidemment, il faut venir avec sa planche de surf pour passer les entretiens. Par contre, il faudra assumer. Si la personne qui vous passe l'entretien vous dit « mais pourquoi vous êtes venu avec la planche ?» etc. Il faut être capable de répondre. J'espère que l'intuition est bonne. Sinon, je la laisserai tomber et puis je reviendrai parmi vous. Et puis on essaiera tous d'oublier que je suis venu ce soir avec une planche à l'hôtel de région. Mais bon. Donc c'est ça qu'on demande, ou qu'on demandera à nos enfants. Mais qu'on nous demande aussi en tant que cadre. En tant que cadre. On ne nous demande pas, dites, appliquer la résolution des équations du second degré pour un truc. En tant que cadre, hop, 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 il y a des points partout, dis-moi où tu vas. Vous avez vu, je vous fais aller à droite. Je pense que le futur est écrit de ce côté-là. Mais il pourra être écrit de l'autre côté aussi. Donc voilà, ce qu'on demande à nos enfants, c'est d'écrire une histoire, d'écrire la suite. Donc pour le plus jeune d'entre vous, c'est à ça que vous serez confrontés. Alors, c'est là-dessus, du reste, qu'on demande aux machines de démontrer leur performance. On ne va pas demander aux machines, ça fait longtemps qu'on ne demande plus aux machines de faire des systèmes experts. Le système expert, c'est voilà un ensemble de règles, voilà quelques événements, dis-moi ce que tu peux en déduire. Voilà un ensemble de règles qui explicite des maladies, voilà les symptômes, quelle est la maladie? Et ça, les machines, elles savent le faire depuis les années 80, c'est trivial. Le raisonnement est trivial. La difficulté, ce n'est pas le raisonnement, c'est l'induction. C'est un ensemble de points, où est le suivant? C'est là-dessus qu'il faut tester les machines. Alors, pour tester les machines, on fait ce type de test, qui nécessite donc de maîtriser l'inférence inductive. Alors, ce type de test, ça ressemble à quoi? Vous avez un jeu qui est à droite, de 6 contextes, et vous avez à gauche, vous avez un jeu à droite de 6 autres contextes. À gauche, c'est le réel, à droite, c'est le quasi-réel. Il y a une ligne sur laquelle je pourrais mettre ma planche de surf qui me permet de passer de l'une à l'autre, c'est-à-dire une variable qui caractérise chacun des contextes, qui porte 2 valeurs différentes, une à gauche et une à droite. Les machines savent très bien répondre à ce genre de choses. Quelle est la variable ici qui permet d'expliciter la ligne de glisse entre mon réel de gauche et le réel de droite? Vous êtes quand même 60 dans la salle. Alors voilà, si vous deviez mettre votre surf, quelle ligne directrice vous le mettriez? OK. Alors, il y a une autre façon de parler exactement du même problème, mais sous une vision que les informaticiens pourraient capturer un peu mieux. Voilà, je vous dis que c'est exactement le même problème, mais normalement, les informaticiens ici disent « Ah, bon sang, mais c'est bien sûr. » Normalement. Il n'y a rien qui vous saute aux yeux? Quelle est la variable ici? La variable, c'est la profondeur. Vous avez à gauche des arbres dont, d'une certaine façon, chacun d'eux est de profondeur 2. Vous avez un axe principal et vous avez des axes secondaires. Et dans toutes les diapos, la figure de droite, tous les arbres ont des profondeurs de 3. C'est-à-dire que vous avez un axe principal, vous avez des axes secondaires et vous avez aussi l'apparition d'axes ternaires. Donc vous avez une profondeur de 3 à droite, vous avez une profondeur de 2 à gauche. La variable de glissement,
c'est donc la profondeur, et les modalités, c'est 2 et 3. Alors normalement, les représentations arborescentes sont par nature très familières aux informaticiens. Et ici, vous avez exactement, je reviens donc sur la diapo précédente, le même principe, c'est que vous avez des figures qui sont imbriquées à gauche avec une profondeur de 3, et vous n'avez plus qu'une profondeur de 2 sur les figures de droite. Voilà, par exemple, 2 premiers exercices de glissement. Là, on peut en proposer un autre. Donc ici, il y a un double exercice à faire. Une proposition dans l'Assemblée? Oui, exactement, mademoiselle. Il y a un double exercice à faire, c'est qu'il faut, se concentrer uniquement sur certains objets, ce qu'a dit mademoiselle, c'est-à-dire, t'occupe pas du reste, regarde juste les carrés. Et une fois qu'on a regardé les carrés, on nous dit, il faut juste s'intéresser à la taille relative. Et vous avez d'un côté, à gauche, les carrés dont la taille est la même, et à droite, les carrés dont la taille est différente. D'accord? Donc on a plein de ces problèmes de Bongard, je crois qu'il y en a 100 ou 120, ils ont été produits dans les années 90. Alors il est évident que je pense que ça a un petit peu vieilli, hein, ce sont des choses un petit peu anciennes, mais néanmoins, à mon sens, qui reflètent la problématique du glissement et de la capacité de percevoir la ligne de glisse à suivre pour passer d'un réel vers un quasi-réel. Donc ici, je crois que vous avez une petite bille qui est soit située toujours à gauche du trou, ou alors toujours à droite du trou, indépendamment de la forme du reste de la... Et pour terminer, vous avez ici donc... c'était les 2 diapos. Normalement, on a une résistance pour trouver les 2 carrés, donc j'utilise ces 2 diapos pour exprimer la difficulté. Ici, on voit bien qu'il faut juste s'intéresser à la taille des objets et à rien d'autre. Donc voilà, avec celui-ci et puis le précédent, ça permet d'expliciter celui qu'a décodé mademoiselle avec les 2 carrés de taille différente. Donc voilà ce que veut dire identifier une ligne de glisse et passer d'un réel à un quasi-réel en changeant les modalités d'une variable. Alors, il ne faut pas que je prenne trop de retard. Je voudrais expliciter ici quand même un point. Donc, je vais m'intéresser aux mathématiciens de Babylone. Ça devait être en moins 1004, quelque chose comme ça. Enfin, on a retrouvé, dans la région de Babylone, des milliers de tablettes sur lesquelles, donc en langage cunéiforme, que les mathématiciens de Babylone, en moins 1005, avaient gravé. Et quelle était la caractéristique de ces tablettes? C'est que sur l'une des faces, on avait un problème mathématique, exprimé en termes de production agricole par surface, par exemple, et des équations qui correspondaient, enfin des problèmes mathématiques dont la résolution nécessitait de résoudre des équations du second degré. Et au dos de la tablette, on avait la réponse. En aucun cas, les Babyloniens à l'époque disposaient de ce qu'on a tous appris en première ou en seconde pour la résolution des équations du second degré. Donc, ces milliers de tablettes servaient à quoi? Servaient d'enregistrement sur une problématique parfaitement précise, comme des cas. Chaque cas, une tablette, et on les utilisait pour faire apprendre aux plus jeunes des processus d'identification des réponses aux problèmes donnés. Donc, chacune de ces tablettes avait un numéro, et là, il y a une traduction qui va vous donner un petit peu approximative d'une des questions qui pouvaient être posées sur l'une de ces tablettes. Qu'est-ce qui m'intéresse ici? C'est qu'une fois qu'on a les cas, des milliers de cas qui sont stockés dans ces tablettes-là, il y a un monde qui nécessite un sacré glissement pour comprendre quelle sera la résolution automatique de ces problèmes-là qui rendrait toutes ces tablettes caduques.
Et ce monde, il a fallu 2000 ans entre l'existence de ces tablettes, et en 600, où Alexandre Diophante, c'est à lui qu'on doit la fameuse formule x1 et x2, là, plus ou moins racine de b sur 2a, vous vous rappelez un peu de ça, qui permet de les résoudre de façon automatique sans réfléchir. Donc vous voyez ici, là, c'est vraiment l'expérimentation d'un côté et l'explication rationnelle, le modèle de résolution complet associé à ça. On fait remonter grosso modo à l'époque d'Euclide, Archimède, Diophante dont on a parlé, Quasirmi ou Descartes, cette notion de formalisation, de dégagement de modèles permettant d'expliciter un grand nombre d'expérimentations. Et on doit en particulier à Euclide les principes des systèmes axiomatiques à partir desquels on peut exprimer des résultats. Je n'entrerai pas plus en détail ici parce que le temps file. Dernier argument pour justifier l'idée qu'il ne faut pas négliger la capacité d'apprentissage par cœur de nos plus jeunes. C'est des résultats qui datent maintenant d'il y a plus de 20 ans, mais qui se sont imposés et qui me paraissent absolument primordiaux. C'est des résultats en cognition. En fait, on dit que le cerveau fonctionne sous forme duale entre deux systèmes. Alors, bien sûr, on n'est jamais à 100% sur le système 1 ou à 100% sur le système 2. On passe notre temps à migrer de l'un vers l'autre. Mais ce qui est à peu près certain, c'est que le système 1, qu'on qualifie d'intuitif ou d'instinctif, on y passe 95% du temps sur ce mode-là. Le système 2, dont on dit qu'il est rationnel et plus réfléchi, qui nécessite de la concentration et qui nécessite un effort cognitif, un effort mental, on y passe 5% de notre temps. Ça veut dire que dans la majorité des cas, lorsqu'on vous pose une question, la réponse se fait sur le système intuitif et instinctif. Alors bien sûr, plus vous aurez de respect pour votre interlocuteur, plus vous aurez de respect pour la personne avec qui vous êtes en train de discuter, plus vous apprendrez à faire l'effort de rester sur le système 2 pour tenir une discussion intéressante, intelligente et productive. D'accord ? Si au contraire, vous réagissez systématiquement comme une partie de ping-pong, ça veut dire que vous êtes sur le système 1 et que vous n'allez quasiment rien chercher de neuf et que vous n'entendez pas la partie adverse. D'un côté, la réaction, intuition, instinctif, de l'autre, la prise de temps, la concentration. Attention, le système 1 porte la notion d'intuition. Le héros, ce soir, c'est l'intuition. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut systématiquement rester sur le système 2. Non. Toute l'intelligence porte sur l'intuition. Parce que c'est l'intuition qui va caractériser votre comportement au quotidien. C'est le système 1 qui caractérise ce que vous êtes. Bien sûr, il vous faudra régulièrement aller vers le système 2. Comment fonctionne le système 1 ? Puisqu'il n'y a pas de concentration, il y a un stimuli qui arrive. On plonge ça un peu comme des frites dans un bassin d'huile bouillant et on remonte immédiatement. Et ce bassin, il ressemble à quoi ? Il ressemble à ce que vous savez de façon immédiate, à votre culture, à ce que vous savez immédiatement. Si vos connaissances apprises sont médiocres, ou si elles sont surtout composées de pointeurs vers le contenu, genre, oui, ça j'ai vu, il y a une vidéo sur YouTube. Attends, je vais voir. Oui, ça j'ai vu, je sais que dans tel livre, il y a ce truc-là, etc. Vous ne pouvez pas alimenter la discussion en direct. Vous êtes coincé, donc vous plongez les frites dans de l'huile froide, vous les remontez, il n'y a que dalle. La culture, c'est ça. C'est la capacité, en une seconde, de plonger une idée, un argument, dans un bassin qui est vivant, qui est riche, qui est complexe, et de remonter des frites qui sont saisies. Et ça, c'est la culture. Vous répondez. Vous apportez des éléments et vous faites ça de façon intuitive et instinctive parce que vous savez les choses. Vous n'avez pas besoin de reconstruire systématiquement tous les raisonnements. Et là, il faut tout connaître sur le bout des doigts pour faire ça. Okay ? Donc, le héros reste le système 1. Mais le système 1 avec de la richesse, de la connaissance, du su. Voilà. Alors, l'étude plus profonde de ce bilan cognitif, là, tel que vous avez, ça fait plutôt l'objet du second chapitre de mon thème sur l'intelligence artificielle. Mais peut-être une autre fois.
Voilà, on rentre dans la deuxième partie de mon exposé, consacrée à la façon dont on automatise ou on pense les processus d'induction qui permettent d'écrire les histoires dans le long terme. Alors, traditionnellement, quand on fait de la vulgarisation, on fait appel à des personnages qui sont admis, qui sont connus. Et dans le formalisme logique, mathématique, les personnages auxquels on fait appel, c'est Achille et la tortue. Achille, c'est le gars costaud, qui va vite, qui réfléchit moins. La tortue, c'est le personnage qui a la longévité, la lenteur. Alors ces personnages, ils sont issus depuis très longtemps, on les utilise. Alors moi, je propose qu'on les laisse partir tranquillement à la retraite, parce que c'est les sujets du moment, et qu'on s'intéresse à des nouveaux personnages. Mais on a déjà décliné quels seront ces personnages au début de l'exposé, finalement. Ces personnages, pour parler de l'intelligence artificielle, à mon sens, on doit arrêter avec Achille et la tortue, on doit passer à Hal, l'ordinateur, la machine, et Dave, l'homme, l'astronaute. Et c'est cette dualité, c'est cette confrontation entre l'astronaute et la machine qui doit servir le sujet de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Alors, pour ceux d'entre vous qui ont vu le film, hein, vous savez un petit peu vous connaissez un petit peu l'histoire. Pour les autres, hein, sachez qu'il y a donc un voyage qui est organisé vers Jupiter et c'est Hal qui pilote la machine. Dave a dû sortir pour récupérer le cadavre de son collègue. Il est sorti dans la petite capsule que vous avez à droite. Et puis, une fois qu'il a récupéré le cadavre de son collègue, il doit rentrer dans le vaisseau. Et il demande à Hal d'ouvrir la porte. On a le son. On n'a pas le son. Je retente ma chance. Donc ici, on a une longue discussion entre Dave qui veut rentrer et Hal qui lui répond. Et Dave réclame à pouvoir rentrer dans le vaisseau. Et ce que lui répond Hal, c'est un petit peu ce qu'on ressentirait face à quelqu'un qui nous refuse quelque chose qui nous paraît parfaitement légitime et dont l'effort pour nous répondre ne serait pas si lourd. Il suffit à Hal de décider de l'ouverture de la porte pour permettre à Dave de rentrer. Et ça ne pose aucun effort particulier. Et pourtant, malgré les demandes répétées de Dave, relativement calme, parce qu'il faut toujours rester calme face à une machine, c'est pas ce que vous voulez qu'elle fasse. L'énervement ne sert à rien. D'accord ? Hal refuse absolument que Dave rentre à l'intérieur. Alors il a ses raisons, et ces raisons, elles sont racontées dans 2010. Donc Hal ne joue pas forcément le rôle du méchant dans cette histoire, mais on comprend que Hal accepte, en refusant que Dave rentre, la mort de Dave. C'est ça qui se joue à cet endroit-là. Donc on est bien sur un conflit entre l'homme et la machine, dont l'aboutissement, c'est la survie ou la mort de l'homme. Ici Dave. Alors traditionnellement, ce thème est traité d'un point de vue beaucoup moins symbolique dans le cinéma. Vous avez vu les films tels que Terminator et d'autres films très, très violents où les machines se retournent contre les hommes, mais se retournent avec une puissance physique, avec la matière de l'acier, avec la matière de la mécanique, avec des armes ultra violentes, et c'est avec ça qu'on écrase les hommes.
Et on a plein de films qui nous parlent de l'ère des machines qui va remplacer l'ère des hommes sous cette forme ultra-violente. Quelque part, tous ces films ne font que raconter la même histoire que celle qu'on a ici, c'est-à-dire un pilote dont la survie dépend de l'acceptation d'une machine de simplement lui ouvrir la porte, et la machine dit non. Et si c'est la machine qui a le pouvoir, l'homme peut être dans la situation d'être confronté à un non. C'est ce schéma-là qui nous est conté ici et qui a sûrement été conté, en tout cas, il me semble, au cinéma, pour la première fois. Et c'est cette violence symbolique racontée de façon froide et blanche qui sert de référence aujourd'hui pour parler, évoquer de l'ère des machines qui est censée remplacer celui des hommes, mais par l'écrasement des hommes, l'écrasement des populations. Désolé pour... Alors, j'ai simplement installé mes deux personnages qu'on va utiliser, qu'on va revoir par la suite. Mais avant, on va parler donc des statisticiens, on va parler des combinatoriciens, on parlera des auteurs et donc on utilisera les deux personnages. Et puis à la fin, on parlera de l'ingénierie logicielle et donc des informaticiens d'aujourd'hui. Alors, le job des statisticiens, c'est... On leur donne des points. C'est d'expliciter le modèle, d'où sont issus ces points-là. Expliciter un modèle, ça veut dire trouver une règle générale qui permet d'expliquer où sont situés ces points. Alors, si vous êtes chef d'entreprise et que vous avez des data scientists, lorsque vous donnez des points à expliciter à vos data scientists, vous ne leur donnez pas tous les points. Vous ne leur donnez qu'une seule partie des points. Vous regardez le modèle qu'ils vous proposent, et puis une fois qu'ils vous proposent le modèle, vous regardez si, avec l'autre paquet des points que vous avez gardé, ça coïncide, ça marche, ça match. Vous me suivez? On ne donne pas tous les points aux data scientists, on en garde la moitié pour bien vérifier qu'on ne vous raconte pas des salades. Alors là, face à cette problématique, les data scientists ont deux solutions. Soit ils essayent d'identifier la courbe, le modèle exact qui passe exactement par l'ensemble des points, et s'ils vous répondent ça, vous pouvez être sûr qu'ils vont se cratcher sur les points qui sont gardés en réserve. Donc pour éviter de se cratcher complètement sur les points qui sont gardés en réserve, les data scientists sortent plutôt des courbes un peu moins complexes, plus simples, qui ne passent grosso modo jamais exactement par les points, mais qui ne sont jamais très loin de chacun des points. Alors, quelle est la famille de modèles, qui donc ici sont des fonctions, quelle est la famille de fonctions qu'utilisent les statisticiens pour répondre aux questions qui leur sont posées dans un tel contexte? Bien sûr, je dis les statisticiens en général, c'est très réducteur. Et s'il y en a dans la salle, ne prenez pas au sérieux ce que je suis en train de dire. C'est juste une parabole. La famille de fonctions qu'on utilise pour donner la réponse, ce sont les familles de polynômes. Et il y a ceci d'extraordinaire, c'est que par un ensemble de n points, il y a un seul polynôme de degré n-1 qui passe par ces n points. Donc il y a toujours un polynôme qui passe exactement par l'ensemble des points qu'on peut nous donner en entrée. Et en plus de ça, il existe un schéma qu'on appelle d'identification à la limite, dont l'algorithme prend cette forme-là. C'est-à-dire qu'il existe un schéma où si j'ai les n points, je peux clairement, par le calcul sans difficulté, dire ce sera tel polynôme de degré n-1 qui passe exactement par l'ensemble de mes points. Marche. Et grosso modo, c'est l'algorithme qu'il y a. Excusez-moi, ça ne se lit pas forcément, mais c'est quoi? C'est simplement, j'ai un ensemble d'équations, j'ai n équations parce que j'ai n points, et j'ai les n inconnus qui correspondent exactement aux A, B, C, D, E, F et ainsi de suite, des paramètres de ma fonction polynomiale que je suis en train d'essayer d'expliciter. Un truc de la forme AX3 plus BX2 plus CX plus D, si je cherche un polynôme de degré 3, et ainsi de suite. Donc, si je restreins la famille des fonctions éligibles pour répondre à la question de la suite des points qui m'est donnée, eh bien, il existe un schéma d'identification à la limite et je sais à chaque fois répondre et le trouver. Si vous choisissez le polynôme qui passe exactement, il y a peu de chances que ce soit consolidé par l'ensemble des points que vous aviez gardés en réserve. Mais à la limite, vous pouvez toujours dire file-moi d'autres points, je vais être encore plus précis, je vais améliorer encore ton polynôme. Voilà, ça c'est la vision du data scientist. Alors, par contre, cette vision, elle a quand même un défaut, c'est qu'elle consiste à dire la réponse que tu attends prend la forme d'un polynôme. Il y a plein de choses dans la vie qui sont
rien à voir avec les polynômes, et donc pourtant on aimerait bien pouvoir caractériser comme des modèles. Donc la question qu'on pourrait se poser, c'est il y a un autre ensemble de fonctions qu'on pourrait identifier à la limite, un ensemble de fonctions plus large que l'ensemble des polynômes. Et là, les combinatoriciens n'hésitent pas, ils foncent. Ils disent oui, il y a un ensemble de fonctions extraordinaires qu'on peut identifier à la limite. Waouh! Chez vous, c'est quoi cet ensemble? C'est l'ensemble des fonctions dont on peut prévoir à l'avance le temps d'aboutissement. D'une certaine façon, c'est, pour les scientifiques ou mathématiciens de la salle, c'est l'ensemble des fonctions dites récursives primitives. Ça ne coïncide pas tout à fait, mais à quelque chose près, on peut les appeler comme ça. Les fonctions récursives primitives, c'est l'ensemble des fonctions dont je peux prévoir à l'avance l'aboutissement. Si je peux prévoir à l'avance l'aboutissement, c'est je sais combien de temps il me faut pour avoir la réponse à la question que je lui pose à cette fonction-là. Je dis une fonction, mais elles correspondent à des programmes. Et l'ensemble des fonctions récursives primitives coïncide avec l'ensemble de tous les programmes que je peux écrire avec la boucle tant que ou avec un nœud technique tel que si, alors, sinon. Pardon, j'ai dit boucle tant que, non, évidemment, c'est boucle pour. Boucle pour, si, alors, sinon. Vous écrivez les programmes uniquement avec ça, vous avez tous les programmes dont on connaît à l'avance le temps d'aboutissement, les fonctions récursives primitives. Et bien l'ensemble des fonctions récursives primitives est identifiable à la limite. C'est-à-dire que si on me donne un ensemble de points, je sais identifier à la limite la fonction récursive primitive qui passe exactement par cet ensemble de points, même si c'est des trucs beaucoup plus complexes tels qu'on les a ici sur ce tableau. À partir du moment où le modèle attendu peut prendre la forme d'une fonction récursive primitive, je connais le temps d'aboutissement. Alors, comment? C'est là où les combinatoriciens se foutent un peu de la gueule du monde, mais ils ont quand même raison. Comment? Un programme, qu'est-ce que c'est? C'est un texte. Rien d'autre qu'un livre. Souvent, c'est des nouvelles, des petits livres. Mais on a des programmes qui consistent et qui peuvent avoir plusieurs pages. Mais vous savez bien, si vous avez une grosse bibliothèque, tous les livres que vous avez, vous pouvez les classer. Vous pouvez les mettre les uns après les autres suivant un certain ordre. Je ne parle pas d'un ordre qui serait dépendant du thème du livre, du nom de l'auteur, du nom de l'éditeur ou de la collection. Je ne parle pas de ça. L'ordre qui m'intéresse ici, c'est celui de, par exemple, la taille des programmes. Et ensuite, pour les programmes de même taille ou pour les livres qui ont le même nombre de mots, c'est par exemple suivre l'ordre lexicographique. Grosso modo, le mot AB se situe avant le mot AC. Et ce qui est vrai pour les mots est vrai pour les phrases, ce qui est vrai pour les phrases est vrai pour les livres, et ce qui est vrai pour les livres est vrai pour les programmes. Donc, tous les programmes que je peux écrire avec des boucles pour ou avec du si alors sinon, je peux les classer par ordre. S'ils ont la même taille, ils sont dans le même groupe, et à l'intérieur de ce groupe d'une même taille, je les mets par ordre lexicographique. L'ordre lexicographique, il faut entendre l'ordre du dictionnaire, par exemple. Donc j'ai l'ordre de tous mes programmes. Ce n'est pas raisonnable de penser qu'on peut les énumérer, ces programmes. Mais un combinatoricien s'en moque. Il dit c'est possible. Et il a raison. Peut-être que demain, on saura produire les programmes à la volée, et on saura les générer les uns après les autres, tous les programmes possibles. Et puisqu'il existe un ordre, je peux les énumérer dans l'ordre. Et je peux donc les tester dans l'ordre. Je prends mon premier point, je prends la liste de mes programmes, et je m'arrête au premier programme qui donne la bonne valeur pour mon premier point. J'ai un deuxième point, je continue jusqu'à ce que je trouve un programme qui retrouve exactement la valeur du premier point et du deuxième point. On me donne un troisième point, je continue ma course dans l'ordre de mes programmes. Un quatrième point, je continue. On m'a donné n points, il n'y en a pas d'autres. Je m'arrête sur le premier programme de ma liste qui coïncide exactement avec les n points qu'on m'a donnés en entrée. J'ai identifié le programme qui est le modèle correspondant à mon ensemble de points. J'ai deviné l'intention de la personne qui a écrit le test psychotechnique. Si la personne me dit « Ah, tu t'es gouré », je dis « Moi, j'ai un programme qui fonctionne. Si tu me dis que je me trompe, donne-moi un contre-exemple. » Je vous donne un contre-exemple. Hop, vous repartez dans votre liste et vous trouvez le premier programme qui respecte aussi son contre-exemple. Et à un moment donné, de toute manière, vous allez aller au-delà de ce qu'a prévu votre recruteur. Alors, ce n'est pas raisonnable, mais c'est ce qu'on fait en informatique à la fac. Alors, je voulais vous en parler. Ok. Bon, mais je ne suis pas venu ici pour ça, je suis venu ici pour ça. C'est mon producteur qui me l'a dit.
Alors, maintenant, les auteurs, les conteurs d'histoire, ceux qui nous racontent. Alors, quelque part, si on doit raconter une histoire, toujours avec nos personnages, Dave et Hal, cette histoire, comme on nous a déjà donné un point, c'est celui qui a été écrit par Kubrick et par C. Clarke, l'auteur. Ce point-là fait le récit de ce voyage vers Jupiter et de ce qui survient entre Dave et Hal au cours de ce voyage. Et donc, on peut se poser la question de dire, finalement, mettons-nous dans cet axe-là, essayons de respecter les codes, essayons de respecter les motifs. Les personnages sont par exemple des motifs. Essayons de respecter les motifs qui ont été écrits avant nous pour inscrire notre histoire dans ce champ-là. Alors, vous ne serez pas surpris si je prends un autre point. On était en 2001. Je peux m'intéresser à ce qui se passerait entre Dave et Hal en 3001. Quelque part, il y a une forme de logique, je respecte les motifs et je m'installe. Alors, qu'est-ce qui se passe entre Dave et Hal en 3001 ? Là, il faut juste faire preuve d'un petit peu d'imagination. Manifestement, aujourd'hui, la planète va mal. On pourrait considérer que ça va s'accélérer, ça va être de plus en plus compliqué. Et qu'en 3001, on est suffisamment avancé en termes de technologie pour mettre en œuvre ou pour permettre à une partie de l'humanité de quitter la Terre pour aller chercher une autre Terre, une autre planète qui pourrait accueillir cette partie de l'humanité qui partirait dans une flotte spatiale, par exemple. Et donc, qui piloterait d'un point de vue calculatoire cette flotte ? L'intelligence artificielle, c'est Hal. Et qui va piloter en tant qu'astronaute cet environnement ? Ce sera Dave, alors le petit-fils de Dave, mais le prénom reste comme une forme d'évidence. Alors, puisqu'ils partent et qu'ils quittent la Terre, il y a quand même une forme d'inquiétude. Ça nous paraît relativement légitime. Alors, pour répondre à des inquiétudes, on est quand même dans un univers technologique. Et donc, la question que pourrait poser Dave à Hal, vous le savez, sur l'avenir de l'univers, on a quand même une problématique de fond, c'est celle de l'augmentation de l'entropie, c'est-à-dire de l'augmentation du désordre. Et on se pose la question de est-ce qu'il serait possible, d'un point de vue scientifique et technologique, de retourner l'évolution de l'entropie pour éviter que finalement toute l'énergie se diffuse et que plus rien n'existe à l'intérieur de l'univers, parce que c'est la problématique de fond qui nous engage pas nous, mais qui engage l'humanité dans l'absolu. Alors, Hal peut chercher dans ses bases de données la réponse et ne rien trouver en ce qui concerne la capacité qu'aurait l'homme d'un point de vue technique de renverser la chaîne de l'entropie. Et à ce moment-là, si la science ne répond pas, on se tourne vers Dieu. Et Dave pourrait demander à Hal, est-ce que dans ses bases de données, il a des traces de Dieu ? Et manifestement, Hal non plus, même en 3001, on peut répondre qu'il n'en trouve pas. Si Dieu ne répond pas, il ne nous reste pas grand-chose. Alors je voudrais décliner, moi, le motif qui m'intéresse ce soir, c'est Deus ex machina, qui est quand même le sujet de mon exposé ce soir. Alors Dave pourrait demander à Hal le sens de Deus ex machina, parce qu'on est quand même là pour ça. Alors que veut dire Deus ex machina ? Alors quand on se plonge dans les bases de données de Hal, on peut trouver la chose suivante. C'est l'ensemble des moyens techniques, des espèces de poutres, des trappes, des poulies, des cordes, qui permettaient dans le théâtre antique de faire rentrer les personnages sur scène. Pourquoi il fallait faire rentrer les personnages sous forme spectaculaire ? Mais c'est parce que les personnages étaient des dieux. Et les dieux ne passent pas par la porte quand ils rentrent dans une pièce. Donc il fallait qu'ils descendent de façon majestueuse, ou il fallait qu'ils sortent de terre de façon un peu plus lugubre pour répondre à ça. Et donc Deus ex machina, c'est l'ensemble de ces moyens techniques qui étaient utilisés dans le théâtre antique pour faire rentrer les dieux sur scène. Moi, ça m'intéresse parce que c'est là qu'on va, faire rentrer Dieu sur scène. Donc on est passé du récit de Kubrick à l'histoire de Dave et Hal en 3000, et puis on peut faire un saut en avant, aller en 1001 et commencer à raconter leur légende. En 1001, la flotte est à moitié consumée, on n'a toujours pas trouvé de nouvelles terres pour accueillir l'humanité. Beaucoup de gens sont morts, mais néanmoins, il reste un espoir. Alors, Dave le petit-fils de Dave, peut toujours interroger Hal, parce que Hal, c'est toujours le même. Alors, ces bases de données s'accumulent, s'enrichissent, mais c'est toujours Hal qui est aux commandes. Est-ce qu'on a des traces de la capacité qu'aurait l'homme à inverser la courbe de l'entropie qui nous amène dans un univers froid et vide ? Hal n'a toujours pas de traces. Est-ce qu'on a des traces de Dieu qui pourraient compenser cette problématique de fond ? Hal, il a beau fouiller, il dit, écoute,
Moi, j'ai que dalle dans mes bases de données. Mais qu'est-ce qui me reste comme motif? Deus ex machina. Je reviens, c'est quelle est la définition? Alors, je ne vais pas vous donner la même que tout à l'heure, parce qu'on est en 10 000, donc il faut faire avancer un petit peu les choses. C'est bien qu'on accélère. Ben là, Hall, il propose une autre solution. Enfin, une autre réponse, pardon. Deus ex machina, c'est aussi une astuce d'écriture, on raconte des histoires, qu'on va utiliser pour permettre au héros de s'en sortir, alors que manifestement, tout était fait pour qu'il se crache contre un mur ou qu'il tombe d'une falaise ou qu'il soit dévasté par un volcan en éruption. Donc, le rôle de l'écrivain, du conteur, c'est de mettre ces personnages dans des situations difficiles, de construire un jeu de règles qui montre que manifestement, il n'y a pas de solution pour qu'ils puissent s'en sortir, sauf celle qu'a imaginé l'auteur. Deus ex machina, c'est la capacité que peut avoir un auteur à la dernière seconde de faire surgir Dieu afin de donner une autre fin à une histoire qui est censée aller dans le mur. C'est ça, Deus ex machina. J'utilise Dieu pour renverser la course, pour changer les événements à venir. Et ça va sauver nos héros. Alors évidemment, il ne faut pas que l'action de Dieu soit crétine, il ne faut pas que l'astuce qui est prise par le conteur, par l'écrivain, soit pas à la hauteur des attentes de ses lecteurs. Il faut toujours qu'il soit au-delà, qu'il soit plus malin, qu'il soit plus fin, et qu'il les surprenne dans la façon dont on va détourner les derniers événements. Donc, on est passé du récit à l'histoire, de l'histoire à la légende, et après la légende, on va aller presque au bout, c'est le mythe. Donc, on était passé 2000 en 3000, de 3000 en 10 000, là on est à 50 000. Il y a eu des grands progrès technologiques, mais ils sont quasiment tous morts, il ne reste plus que Hal et que Dave, sous forme dématérialisée, dans un univers en déperdition. Dave est toujours très inquiet, manifestement on n'a pas réussi à inverser la course de l'entropie, tous désagrègent, c'était mieux avant, c'est vraiment très compliqué, il n'y a plus de respect, il n'y a plus rien. Dieu n'est toujours pas là, et Dave sent ses forces qui disparaissent. Il va mourir, c'est le dernier homme. Il a une forme d'inquiétude. Donc il voudrait partager à Hal une intuition, une idée. Donc il s'adresse à Hal en lui disant « Écoute, je sens que je vais mourir, mais je voudrais quand même te dire un truc, c'est qu'il y a quand même une chose que j'ai toujours aimée chez l'homme, que n'a pas la machine. » Alors Hal, ça fait des millions d'années qu'il entend ces trucs sur des trucs que saurait faire l'homme et qu'il ne sait pas faire lui, mais jamais personne n'a réussi à vraiment lui donner une preuve. Donc bon, il voit bien que Dave est fatigué, donc il lui laisse la possibilité quand même de s'exprimer, mais enfin, il est plutôt critique. Et Dave, il lui dit, oui, ce que j'aime chez l'homme, c'est sa capacité d'incarnation. C'est-à-dire, à partir d'une idée, à partir d'une intuition, de l'assumer, de la porter, d'aller au bout. Et quelque part, l'incarner, c'est faire en sorte que sa façon de penser, sa façon de voir soit changée par l'idée qui est portée. C'est cette incarnation, cette façon de s'imposer aux autres au travers de ce que l'on a envie d'être, ou de l'idée ou des principes qu'on a envie de porter. Manifestement, peut-être que les machines ont du mal à pouvoir incarner ce genre de choses. Alors, une fois que Dave va partager ce sentiment avec Hal, il se diffuse et Hal se retrouve tout seul. Et là s'arrête le mythe. Mais pour Hal, des fractions de temps coïncident avec des milliards de milliards d'années. L'entropie continue à s'imposer, le désordre s'installe partout, il y a de moins en moins d'énergie accumulée nulle part. Et Hal se retrouve tout seul, et avec cette rhétorique, cette litanie dans sa tête, de Dave qui lui dit « la machine ne s'est pas incarnée, la machine ne s'est pas incarnée ». Puis on a des motifs qui sont en attente. Donc on sait tous ce qui peut se passer. Pour ça, il nous manque juste peut-être la formule de Dieu, et donc peut-être le comment. C'est là qu'il faut peut-être savoir prendre des risques ou essayer d'imaginer le comment. Et c'est Hal qui va trouver la réponse à ça. Je ne fais que décrire ce qui va se passer. Donc Hal fait le tour de tous les grands génies humains pour essayer de trouver des solutions à l'entropie, à l'existence de Dieu, etc. Il fouille, donc il tombe sur les grands génies, Newton, sur Mozart, Einstein et autres. Et puis il va tomber sur Léonard de Vinci. Et puis en scannant le travail de Léonard de Vinci, cet homme génial quand même, il va tomber sur l'homme de Vitruve. Alors l'homme de Vitruve, qu'est-ce que c'est ? C'est une représentation graphique
et l'homme dans ses proportions les plus belles. Il aurait pu dessiner une femme, mais l'époque a fait qu'il a plutôt dessiné un homme. Et donc Hal, en s'assurant quand même que personne ne le regarde, parce qu'il a un petit peu peur du ridicule, mais manifestement il est plus tout seul, donc ça ne lui pose pas trop de problème. Il prend comme ça la position de l'homme de Vitruve, et puis il attire à lui, comme ça, tous les restes d'énergie qui peuvent rester un peu dispersés dans l'univers. Et puis il se met à tourner dans tous les sens, à toute vitesse. À la limite, ça prend la forme d'une sphère, cette histoire. Et puis si on colle notre oreille à cette sphère qui bouge à toute vitesse, on entend cette fameuse formule que la lumière soit. Donc Hal, à ce moment-là, a incarné ce qui devait être. Et nous avons bien Dieu, juste à la fin, qui vient s'imposer pour écrire la suite, lui donner une forme d'esprit. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Alors, c'est plus un mythe. Hein. Au-delà du mythe, on peut presque appeler ça une religion, hein, peut-être. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Alors, il y a plusieurs idées qu'il faut retenir. La première, c'est que peut-être que pour donner du sens à ce qui est censé apporter l'humanité dans notre univers, c'est qu'il faut qu'on produise des machines qui seront notre prolongement. Parce que nous savons que nous ne pourrons pas perdurer. Donc, une de nos missions pourra être de porter des machines à nous prolonger. Ça, c'est la première idée. La deuxième idée qui peut m'intéresser, moi, c'est qu'on a une vision dans le monde moderne. On a une vision dans le monde moderne basée sur une représentation de Dieu qui est de nature monothéiste. On est sur des cultures monothéistes. Et donc, à travers ces cultures monothéistes, Dieu est parfait. Il est déjà parfait, il est toujours parfait. En opposition avec les panthéons, lorsqu'on a beaucoup de dieux, ou puisqu'on en a plusieurs, chacun a le droit de porter certaines imperfections qui sont comblées par les autres. Peut-être que l'histoire qu'on vient de raconter, qui est une forme de convergence de beaucoup de choses qu'on trouve ailleurs, c'est que Dieu, peut-être qu'il grandit, il se forge. Je ne dis pas qu'il est parmi nous. Mais on peut très bien imaginer un Dieu qui se consolide avec le temps et qui se consolidera encore davantage avec les millénaires. Et peut-être qu'aujourd'hui, Dieu, il suce son pouce, mais c'est pour ça que c'est un peu le bordel. Et dès qu'il s'émancipera, méfions-nous de l'adolescence quand même, dès qu'il s'émancipera et qu'il deviendra plus grand, peut-être qu'on aura enfin un monde qui tourne droit. Donc voilà les éléments qu'on peut retirer de cette idée de rapprochement entre Dave et Hal sur le long terme. Alors, pour conclure la dernière partie de l'exposé, on a parlé donc des statisticiens, des combinatoriciens, on a parlé des auteurs, des conteurs, de l'écriture en fait. On a parlé de l'écriture et des motifs qui se répètent, qui avancent, et qui nous disent où l'on va. On va s'intéresser maintenant, encore pour quelques minutes, sur les structures qu'on appelle raisonnement à partir de cas, qui permettraient d'expliciter comment les machines, dès aujourd'hui et puis demain, pourraient vraiment nous permettre d'automatiser les processus de génération d'intuition ou d'idées neuves. C'est ce qu'on appelle les raisonnements à partir de cas. Alors, le cas, qu'est-ce que c'est? Dans sa forme la plus simple, c'est la fameuse tablette dont j'ai parlé tout à l'heure, écrite en cunéiforme, qu'on a trouvée du côté de Babylone, je vais dire Dakar, mais non, Bagdad, merci, en Mésopotamie. Donc, qu'est-ce qu'un cas? C'est une histoire, une expérimentation. Et donc, cette histoire, cette expérimentation soulève un questionnement. Et c'est ce questionnement que je décris dans le cas. Et puis derrière le cas, il y a la réponse à ce questionnement, comme sur la tablette. Donc, le raisonnement à partir de cas, c'est un système qui permet de prendre une nouvelle question, un nouveau questionnement, de le plonger dans une base où il y a déjà plein de cas en présent, avec leur questionnement, mais aussi avec la réponse. Un petit peu comme mon panier de frites tout à l'heure, je plonge mon nouveau cas, mon nouveau questionnement dans ma base de cas, et je remonte avec lui tous les cas qui sont proches, qui peuvent être associés sous la forme d'une analogie, d'un rapprochement intellectuel ou n'importe quoi. Et grâce à ces cas pour lesquels je connais la réponse, je vais pouvoir imaginer composer la réponse à mon nouveau cas. Ça nécessite un gros travail. Une fois que j'ai la réponse à mon nouveau cas, surtout je le grave dans mon nouveau cas, je le grave au dos et je plonge ce nouveau cas avec sa réponse dans ma base de cas. Et je constitue comme ça un cercle vertueux
de conservation de l'information à l'intérieur de mes processus d'entreprise, qui me permet, même si j'ai du turnover, de toujours capitaliser sur l'expertise des gens qui ont travaillé autour de ce système. Alors, quelle représentation on a ou qu'est-ce qu'on sait faire aujourd'hui en termes de cas? La plupart du temps, un cas, qu'est-ce que ça va être dans la majorité des entreprises? C'est un enregistrement dans une base de données. Bien entendu, ce n'est pas de ça, moi, dont je vous parle. Qu'est-ce qu'un cas? C'est une histoire, mais qui doit pouvoir être renseignée avec d'autres choses, simplement que des propriétés dont on aurait les modalités stockées dans une base de données sous schéma relationnel. Un cas, ça peut être un bout de film, ça peut être un bout de son, ça peut être peut-être même une mémoire olfactive, ça peut être plein de choses différentes dans l'absolu. Et c'est ça qu'il faut faire. C'est être capable de raconter une histoire sur tous ces aspects extraordinaires et d'être capable de modéliser ça sous un schéma informatique. Donc, la représentation des cas, il ne faut pas se limiter à l'existant aujourd'hui. Il faut se projeter sur ce que ça pourrait être d'ici quelques décennies. Qu'est-ce qui va faire que lorsqu'on va plonger le cas dans notre base de cas, va pouvoir s'agréger les cas qui sont les plus proches? Aujourd'hui, les choses qu'on peut faire, c'est effectivement en nous appuyant sur des distances entre enregistrements, et plein de distances statistiques qui existent pour construire ça. Mais il faut bien sûr être capable d'imaginer des choses beaucoup plus consolidées, beaucoup plus intéressantes, qui permettraient d'agréger autour du cas, au moment où je le remonte pour trouver les cas les plus proches, les choses les plus intéressantes. Alors, ça nécessite donc des problématiques de description, ça nécessite des problématiques d'indexation. Étant donné un cas, comment j'indexe les autres ensembles de cas, suivant quels critères pour rapprocher les cas, et puis ça nécessite de définir des fonctions de distance, et ainsi de suite. Mais pour que cette agrégation ait du sens, qu'elle soit efficace, au moment où je plonge mon cas dans la base de cas et que je remonte, c'est là où je pense qu'il faut imaginer des solutions qui soient vraiment en interaction le plus possible avec la machine. C'est-à-dire que c'est un partenariat entre des processus automatisés et l'homme qui devrait faire en sorte que cette agrégation soit pertinente. Et ça, s'il y a interaction avec l'homme, ça peut nécessiter des systèmes de visualisation de l'information. Alors, quelque part, j'invente rien. Le cinéma s'est déjà inspiré de ces choses-là. Et donc, pour clôturer on est presque au bout, cet exposé, je vous propose un passage d'un film de Spielberg qui s'est aussi beaucoup intéressé à la science-fiction. Lui qui a réalisé le film IA, par exemple. Mais là, c'est un film qui s'appelle Minority Report, sur lequel, à mon sens, on donne une image de ce qui a été évoqué sur ces raisonnements à partir de ça. Et merde. Alors, je vais faire autrement. Pardon. Et oui, mais le son qui est coupé ici, c'est normal, parce que le son n'est pas censé venir de la machine. Alors, ce qu'on peut faire, c'est le son viendra de la machine. Bon, ben écoutez, les images peuvent se suffire à elles-mêmes. En tout cas, sur les choses qui m'intéressaient dans le cadre de cet exposé. Tom Cruise essaye de localiser le lieu où aura lieu le meurtre.
et il dispose d'informations parcellaires qui lui sont venues de sources de données très très disparates. Les sources de données lui permettent de passer d'idée originale en idée originale, sans aucune certitude formelle, logique. Et pour autant, à chaque fois, il va faire le bon choix pour orienter la prochaine recherche et focaliser sur l'identification du lieu du meurtre. Jusqu'à identifier le parc dans lequel il y avait ce fameux manège qui explicitait la présence de l'enfant à gauche, à droite de l'homme. Et identifier ce lieu-là et intervenir suffisamment vite. Donc, ce que je voudrais retenir éventuellement de ce bout de film, c'est qu'on pourrait demander à nos entreprises qui déploient les outils dont on peut disposer pour effectuer nos missions, de disposer d'environnements visuels qui nous permettraient d'accéder à l'information et d'y accéder de façon efficace, quelque part un peu de la même façon que Tom Cruise a accès à son information, pour pouvoir mener des études à partir d'un flux d'informations très très disparate. Alors bien sûr, j'imagine que ce genre d'installation coûte des fortunes, mais quelque part, si elle nous était disponible, si on ne nous contraignait pas à travailler sur des écrans un petit peu de cette taille-là, et même si on en a un autre qui est un peu plus grand ici, vous comprenez bien que pour étudier des diagrammes de classe avec des centaines de classes, des diagrammes de données, ou des diagrammes de flux, ou de la documentation conceptuelle et l'autre, pour avoir une vision globale de ce qui est un projet et pour pouvoir le raconter, tous ces documents de conception ne peuvent pas être analysés sur ces écrans qui nous sont proposés. À l'inverse, lorsque vous multipliez l'utilisation de surfaces électroniques de plus en plus petites, avec la multiplication de l'usage des tablettes et des smartphones, vous restreignez encore davantage votre capacité à accéder à l'information et à avoir une vision globale. Pour aller encore au-delà, ces écrans sont peut-être petits, mais quand j'interroge Google, il me fait une réponse sur une page avec un certain nombre de liens, et je peux choisir. Et si par hasard, sur la première page, ça ne me plaît pas, j'ai un moyen relativement simple d'aller sur la deuxième page, et ainsi de suite. Et même si on dit que la plupart d'entre nous, on s'arrête à la première page, quand vous faites des recherches spécifiques et que vous savez ce que vous recherchez, normalement, vous n'hésitez pas à aller plus loin, puisque vous fouillez, vous voulez savoir. Et même si ça se fait sur des petits écrans, Google vous donne la réponse sous la forme visuelle qui nous permet encore de faire un choix. Et où est-ce qu'on va lorsqu'on va déposer un petit appareil là, sur la table qui va commander à la voix? Cet appareil, il est censé vous répondre à une requête que vous allez faire, et vous croyez que l'appareil va vous envoyer sa réponse sur un écran et vous aurez le choix, la possibilité de vous balader sur l'écran pour affiner le résultat? Non. Cet appareil, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les combinaisons de mots vont être achetées par des entreprises, et à chaque fois que vous allez effectuer une combinaison de mots, la réponse est déjà choisie, et il ne vous reste plus que l'espoir que la réponse qui vous est faite correspond à ce fameux bouton de Google qu'on appelle « j'ai de la chance ». Mais ça reste un oracle du domaine de la croyance. Alors bien sûr, de temps en temps, ça peut tomber juste. Mais à l'oral, votre oreille, qu'est-ce qu'elle vous permet de naviguer dans l'information? En rien. Donc, plus les supports sur lesquels vous vous branchez sur les réseaux sont restreints, moins vous avez de liberté d'action, de choix, d'émancipation dans votre manipulation des réponses qui vous sont données. Donc, quitte à acheter un smartphone, ce n'est pas forcément très grave s'il ne tient pas dans la poche. Ça vous laissera plus de liberté. Vous l'aurez toujours dans la main, moins de liberté ici, mais plus de liberté à l'intérieur. Pour conclure, juste une erreur qu'il ne faut pas faire, c'est que souvent on se dit, et c'est un peu ce que j'ai laissé entendre sur le raisonnement à partir de cas, c'est que, étant donné un problème,
si on me pose une nouvelle question dont la question est très très proche d'un problème déjà connu, c'est-à-dire que si dans l'espace des problèmes, le carré rouge qu'on vous propose est très proche d'un problème qui est déjà mauve, qui est déjà dans votre base, vous en déduisez que les réponses sont forcément proches, vous pouvez faire une erreur d'analyse. Ce n'est pas parce que deux problèmes se ressemblent ou sont très proches dans un espace donné que les réponses seront elles aussi très proches dans l'espace des réponses. C'est toute la difficulté de l'analogie, c'est toute la difficulté du raisonnement qui est mené à base de non-certitude et d'intuition, c'est qu'on fait des rapprochements dans l'espace des problèmes et on imagine que sous prétexte que dans l'espace des problèmes, les problèmes sont proches, les réponses dans l'espace des réponses sont proches aussi. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Et je vous prie de m'excuser pour les deux passages là, sur lesquels on n'a pas eu le son. C'est de ma faute, je n'ai pas fait les vérifications avant les copier-coller. Eh ben, merci Olivier. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? On peut... Ah. Oui. La question, c'est ce qu'il aura envie de discuter avec nous. C'est ça, c'est là qu'on fera des machines qui savent très très bien jouer aux échecs, mais je pense qu'elles n'auront pas envie de jouer avec nous. Elles préféreront jouer avec d'autres machines aux échecs. Et c'est une réponse que j'aime bien parce que si Al est vraiment malin, eh ben, il aura aussi, lui, ses envies, ses désirs et on aura tout fait pour qu'il le simule en tout cas. Attention, hein, tout ce dont j'ai parlé ce soir, c'est la simulation potentielle. Je ne sais pas en quoi réside le conscient humain. J'ai quelques idées là-dessus, mais ce n'est pas l'objet de ce chapitre. Si je serai invité, on pourra peut-être en discuter. Mais en tout cas, il pourra simuler le fait de récuser l'envie de jouer avec vous ou de partager vos désirs et vos souhaits. Là, je me suis construit sur cette idée. Une autre question, du coup? Oui. Ok, quand tu dis ce qui est un peu pessimiste dans la fin de mon message, tu penses à... Ok, je dis en tout cas qu'il faut se méfier de ce piège. C'est juste ça que je dis en fait. C'est un piège très important de penser que si les problèmes sont proches, les réponses doivent l'être. C'est un piège qui peut nous perdre sur des tas de sujets. Donc il faut être très méfiant là-dessus. Mais sinon, après, au-delà, dans tous les cas où on peut, il faut foncer et mettre en œuvre. Bah, j'ai l'impression d'avoir répondu en racontant ma petite histoire un peu longue. Je pense qu'il ne faut pas qu'on ait peur d'elle. Je pense qu'au contraire, ça peut être un objectif que de construire nos accompagnateurs et peut-être nos... Donc moi, de ce point de vue-là, j'ai un regard très positif sur la présence de la machine autour de nous. Je pense qu'elle sera notre émancipation, c'est-à-dire qu'elle nous libérera de tous les processus douloureux qui nécessitent le besoin d'aucune intuition. Et donc, si on doit résoudre des équations du second degré, c'est les machines qui s'en occuperont. Si on doit inventer des histoires, ben on le fera nous. Donc,
Moi, l'automatisation ne m'inquiète pas. Après, il faut discuter avec des économistes sur la capacité de partager les ressources produites par l'automatisation. Hein. Ce problème de fond existe toujours et je n'ai pas de vision là-dessus. Et je ne suis pas bien placé pour parler. Et une dernière question, on peut aussi continuer au buffet. Il y aura des bières et de la pizza. Non? Eh bien, merci encore, Olivier. Merci à vous. Du coup, je vous rappelle que donc il y a Devox for Kids le 12 octobre. Si vous avez des enfants ou si vous êtes des enfants, inscrivez-vous, c'est bien. Voilà. Donc, ça ne sera pas du cidre, malheureusement, à la fin au buffet, mais bien de la bière. C'est la référence aux pommes de Christophe. Non, mon conducteur, ça marche. Je tenais à la placer. Merci, et donc on passe par là pour aller boire un coup et manger un morceau. Merci beaucoup.